Ok, tu as passé toutes les étapes, enregistrement, contrôle de sécurité, embarquement et tu arrives enfin à ton siège. Le pilote accélère les moteurs et tu vois défiler le paysage à toute vitesse par la fenêtre. Soudain, l'horizon se met à la diagonale et tu as l'impression que ton cœur est en train de filer direct dans ton estomac. Mais pourquoi les pilotes décollent-ils si brusquement ? C'est comme si cet oiseau métallique géant commençait à courir puis sauter en l'air comme un joueur qui s'élance de toutes ses forces pour mettre un ballon dans un panier de basket. En fait, cette si forte poussée s'explique grâce à la physique et à ses ailes de forme unique. Elles sont plates en dessous et incurvées par-dessus. Cela crée une différence de pression d'air. S'il y en a moins au-dessus et plus en dessous, cela implique que toutes les molécules d'air situées sous l'aile peuvent la pousser vers le haut. Mais cela n'explique pas pourquoi le pilote semble tirer le manche vers l'arrière si fort pendant le décollage. La connaissance des lois de la physique n'est pas suffisante ici. Le pilote doit toujours prendre en considération la piste, sa longueur et son emplacement. Si tu trouves que ton décollage était trop raide, essaie donc d'atterrir à l'aéroport Princess Juliana sur l'île de Saint-Martin. Mieux encore, va en vacances sur la plage de Mao Beach. Ta petite escapade dans les Caraïbes pourrait ressembler à ceci. Tu es allongé sur le magnifique sable blanc, en train de siroter un verre de limonade ou une autre boisson délicieuse. Tu fermes les yeux, respires cet air marin frais et iodé quand soudain, tes yeux s'ouvrent pour voir un avion passer juste au-dessus de ta tête. Tu as l'impression que tu pourrais l'atteindre et le toucher. La poussée d'air est si forte qu'elle emporte toutes tes affaires et envoie ce qui reste de ta boisson directement sur tes genoux. Oui, la piste de cet aéroport est à seulement 100 mètres de la plage. C'est 1 minute à pied. Maintenant, imagine un avion qui décolle d'ici. Il doit vite redresser son ventre, sinon il finit par gâcher le plaisir de tout le monde à la plage. Ou bien allons à l'aéroport Juancho y Iroskin de Sabah, une autre île néerlandaise des Caraïbes où l'espace est plus que restreint. Certains affirment que la piste est la plus courte du monde. Elle mesure environ 1/7 de la longueur de la plupart des pistes commerciales. D'un côté, il y a de hautes montagnes et de l'autre, la mer et des falaises. Les pilotes savent qu'à l'atterrissage ou au décollage, le risque de dépasser la piste et de faire un petit plongeon est réel. Mais cela peut être encore pire. À l'ancien aéroport Mariscal Sucre de Quito, les pistes étaient situées entre des volcans en activité. Imagine que tu regardes par la fenêtre et tu vois jaillir de la lave de chaque côté de ton avion. Rien de cela n'est jamais arrivé, bien sûr. Nous allons plutôt garder ce genre d'idée pour le cinéma, ok ? Mais les atterrissages étaient difficiles, même pour les pilotes les plus expérimentés, et les décollages étaient aussi très raides à cause des montagnes qui les entouraient. Et comme l'air est tellement mince à cette altitude, même en tirant le manche vers l'arrière, l'avion ne gagnait pas assez de hauteur à temps. D'accord, il y a des cas exceptionnels, mais globalement, tous les décollages sont assez brutaux, même dans des aéroports parfaitement normaux avec des pistes suffisamment longues et de grands espaces ouverts. Te voilà collé au fond de ton siège en train de regarder par la fenêtre l'horizon qui se met à la diagonale. Peut-être, mais du point de vue du pilote, tout est différent au décollage. Rembobinons. L'équipage du cockpit attend le OK du dispatcher. Ils doivent faire décoller ce bel et grand avion aussi vite que possible, car d'autres vols attendent également leur tour juste derrière. Et puis, il faut gérer l'espace limité de la piste. Même si cette dernière a une longueur normale, il faut quand même faire décoller quelque chose d'aussi lourd qu'une maison en utilisant juste la physique de l'air. Ajoute à cela la nécessité d'éviter de couper à la moitié des bâtiments, les arbres, les tours, etc. qui se trouvent aux alentours, et tu te feras une petite idée de la pression sur les pilotes. Voilà donc l'explication. Les pilotes décollent à toute vitesse et en pente raide, non pas pour effrayer les passagers, mais juste parce qu'il n'y a pas d'autres options. Mais alors, pourquoi les atterrissages ne peuvent-ils pas être aussi rapides ? As-tu déjà remarqué comment le pilote informe tout le monde que « nous sommes sur le point d'atterrir » alors que tu es à 20 minutes du sol ou plus ? Des atterrissages brusques permettraient d'économiser du temps, du carburant et plein d'autres choses, non ? Tu ne crois pas ? La gravité de la Terre attire tout vers le sol, n'est-ce pas ? Donc il est beaucoup plus facile de tomber que de décoller et de se battre contre cette force. Le travail du pilote consiste à faire glisser l'appareil en douceur pour qu'il ne heurte pas trop fort la piste. Si l'équipage dans le cockpit arrivait à se poser lentement, il n'aura pas besoin de freiner trop fort et donc de prendre le risque de crever un pneu ou de déclencher un incendie. Imagine un peu les choses. Lorsque tu arrives à un feu rouge, tu ne piles pas juste devant le feu, n'est-ce pas ? Tu vois qu'il est à l'orange. Tu relâches ton pied de l'accélérateur, tu laisses rouler ta voiture, puis tu appuies lentement et doucement sur le frein.
Oh, tu ne fais pas comme ça? Eh bien, tu devrais essayer un jour. Sinon, tu ne pourras probablement pas t'arrêter à temps, et tu verras des feux bleus et rouges et une sirène dans ton rétroviseur. Sans compter que j'imagine que piloter un avion est un peu plus difficile que conduire une voiture, alors félicite donc tous ces pilotes qui font bien leur boulot. Ok, ça suffit. Mais hé, si tu n'aimes pas cette grosse inclinaison de l'avion au décollage, tu devrais faire un tour en hélicoptère. Tu ne te colles pas au dossier de ton siège et tu ne vois pas l'horizon en diagonale, non. En hélico, tu te sens doucement soulevé vers le haut. La terre ferme s'éloigne de plus en plus et les gens en bas deviennent comme des petites fourmis. J'espère que tu n'as pas peur des hauteurs. Ou des bruits forts, parce que ces pales d'hélico sont assourdissantes. Les avions et les hélicoptères ont une chose en commun, ils doivent générer de la portance. Les hélicoptères font cela un peu différemment et sur une surface beaucoup plus petite. D'où la raison pour laquelle les héliports sont si petits par rapport aux pistes d'atterrissage. Quand il démarre le moteur, le pilote fait tourner le rotor et celui-ci maintient les pales. Regardons ces pales d'un peu plus près. Wow, pas trop près. Tu vois qu'elles possèdent aussi cette courbure sur le dessus et qu'elles sont plates en dessous. Tu obtiens à nouveau cette différence de pression atmosphérique. Lorsqu'il y a suffisamment de molécules d'air sous les pales pour soulever la machine, tu as de la portance. Si l'hélicoptère n'avait pas une pièce cruciale, tu serais aussi en train de tourner dans tous les sens. Il s'agit du rotor de queue. Il possède aussi des pales qui tournent et poussent la queue dans la direction opposée à celle vers laquelle le corps veut tourner. C'est compliqué, je sais. Une autre tournée d'applaudissements pour les pilotes d'hélicoptères et les ingénieurs. Sois juste heureux de ne pas devoir piloter l'hélicoptère de Leonardo DiCaprio. Je veux dire l'hélicoptère de Léonard de Vinci. Toi et 3 de tes amis seriez obligés de tourner les pales. Vous devriez pousser de toutes vos forces pour générer assez de portance et faire décoller cet appareil et le maintenir en l'air. Regarde tout le chemin qu'on a parcouru depuis le 15e siècle. Maintenant, nous avons des fusées qui décollent du sol dans un magnifique feu d'artifice. La fusée s'enfonce de plus en plus loin dans l'atmosphère, mais alors tu remarques une chose. Elle ne monte pas en ligne droite. Elle laisse une trace lumineuse courbée, en forme d'arc-en-ciel, comme si elle allait juste atterrir dans une autre ville. Étonnamment, cette trajectoire en diagonale est précisément ce que l'on recherche. Si la fusée volait en ligne droite, elle manquerait de carburant avant d'atteindre l'espace. N'oublie pas que l'air est fait de molécules et que celles-ci agissent sur les objets, tout comme ta main peut pousser quelque chose en dehors de ta table. La fusée doit donc percer l'air, aussi étrange que cela puisse paraître. Elle est penchée sur le côté pour éviter que trop d'air ne s'accumule sur son nez et essayer de le repousser vers la surface, en même temps que la gravité tire l'objet vers le bas aussi. Entre les avions et les fusées, on pourrait croire qu'il y a énormément de différences, mais en réalité, les deux ont beaucoup en commun. La NASA a utilisé 2 Boeing 747 modifiés pour transporter des navettes. Même si j'aime bien m'imaginer ces gros avions en train d'attraper la navette spatiale alors qu'elle glisse vers le sol, en réalité les 747 ne servaient qu'à transporter les vaisseaux vers le complexe de lancement après leur atterrissage. Malheureusement, ils ne volent plus, car ils ont pris leur retraite depuis. Ah, la retraite. Mais tu peux toujours voir l'un d'entre eux au centre spatial de Houston. Il y a une maquette d'Independence, la navette sur le dessus, pour faire un effet vraiment waouh. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.